Nous sommes en 2000, un samedi, je suis en repos. À l'autre bout du fil, une amie âgée de 24 ans. Elle m'annonce qu'elle vient d'avorter, elle est en larmes et je ne sais pas quoi dire. Le sujet est tabou, mais pas sur Internet. On y trouve des milliers d'articles, des forums, des discussions, mais aussi énormément de témoignages. Des jeunes, des moins jeunes témoignent. Beaucoup postent leur histoire sur YouTube, comme cette jeune femme par exemple. Sa vidéo a été vue plus de 90 000 fois. Elle parle de sa douleur. C'était pour vous dire comme quoi, quand même, un avortement, c'est pas rien. Parce qu'il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Il n'y a pas un jour où je pleure pas le soir. Il n'y a pas un jour où je me dis, où voilà, j'y pense pas, quoi. C'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Il faut vraiment, mais vraiment bien réfléchir avant de faire ça, parce que c'est un acte qui restera à tout jamais. En dehors d'Internet, faire témoigner une femme devant une caméra est difficile. Tout de suite, c'est t'es anti-IVG. C'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement, je dis que, comme toute souffrance, elle a le droit de trouver les réponses et les soins qu'il lui faut. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est pas du tout anodin. Même si c'est le choix qu'on veut, le après, c'est pas comme ça. Bien sûr que c'est une liberté, je pense que c'est une liberté, mais je pense qu'on n'a pas assez d'informations sur le post-IVG, sur ce que ça déclenche après. En octobre dernier, le ministre de la Santé, Marisol Touraine, affichait un tatouage éphémère engagé. Sur son bras, on pouvait en effet lire pendant quelques jours « Mon corps m'appartient ». Le ministre lançait ainsi une nouvelle campagne en faveur du droit à l'avortement, ainsi qu'un numéro vert géré par le planning familial pour informer à ce sujet. Personnalités et anonymes ont repris ce tatouage et le gouvernement diffusait alors plusieurs témoignages de femmes qui avaient avorté. Nous avons conçu cette campagne pour dire aux femmes qu'elles peuvent décider librement de ce qu'elles font de leur corps. Et il est important de le rappeler, de le réaffirmer. Pas de jugement, pas de pression, pas de désinformation. Parce que quand on est informé, on est plus libre. Et moi, je veux que les femmes se sentent pleinement libres de leur choix. Sauf que ce jour-là, toutes n'ont pas eu le droit de témoigner. J'ai voulu y participer parce que je l'avais vu sur un site internet où ils cherchaient des candidats. Mais du jour où j'ai expliqué mon histoire, j'ai plus du tout été recontactée parce que mon profil ne convenait pas. Donc en fait, ils cherchaient que des jeunes femmes qui étaient pour l'avortement, qui l'avaient très bien vécu. Si Anne-Laure a accepté de témoigner, c'est parce qu'elle n'a pas bien vécu son avortement. Son histoire n'est pas exceptionnelle, les forums regorgent de jeunes femmes qui souffrent et qui sont prêtes à parler. Toutes ont avorté et si elles reconnaissent que certaines femmes ont l'air de bien le vivre, ce n'est pas leur cas. Ce qu'elles aimeraient, c'est simplement qu'on les laisse aussi parler. Nous avons donc décidé de leur donner la parole et nous avons commencé par leur demander ce qu'elles aimeraient dire à Marisol Touraine. C'est notre corps, c'est notre droit, très bien, mais dans ce cas-là, pensez aussi à la douleur psychologique que ça peut être et mettez-nous en place des soutiens psychologiques post-IVG aussi. Vu qu'on nous laisse le choix, en fait, on a l'impression que une fois que c'est fait, tout le monde sera soulagé. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus profond en fait. Et ils ne pensent pas forcément aux répercussions qui peuvent venir plus tard. Parce qu'au début, on se dit c'est juste après l'IVG que ça va péter. Et en fait, non, c'est au fil des mois, la vie reprend son cours. Et puis c'est à force de croiser des femmes enceintes, de voir nos amis enceintes, que là, en fait, on se dit mais moi, je l'ai été aussi. Il n'est pas là.
Et à ce moment-là, on commence en fait à penser à lui, à culpabiliser, à se dire est-ce qu'il a souffert, est-ce qu'il n'a pas souffert. Donc c'est vraiment dur. En ayant un regard plus large sur ce qu'est l'avortement, l'avant, le pendant et l'après, en l'exposant, en l'expliquant, il n'y a pas de... On conserve ce droit, mais on le dit tel qu'il est réellement, sans tabou, sans hypocrisie. La femme sera dans un meilleur choix réel et pourra en plus, en pleine conscience, prendre sa décision et pas dire c'est rien et ça sera jamais rien pour qu'après ça lui pète à la figure. Parce que derrière, on a aussi l'obligation de se taire. Et ça pourrait être mieux vécu ou peut-être même évité, et j'en reviens encore à ça, et pourquoi pas une femme qui change d'avis. Enfin, comment on peut ne pas s'émerveiller de ça? Pourquoi ça serait, du moment que tu y as pensé, c'est le seul choix qui te reste jusqu'au bout? C'est un mensonge collectif. Ça permet d'apaiser les consciences. Mais les consciences de qui? L'avortement est toujours présenté comme une liberté, mais ces femmes regrettent que ce ne soit pas le cas pour toutes, justement. Quand en fait on vient juste pour se renseigner de l'IVG, on vous laisse le choix, hein, c'est clair. Hein. Mais involontairement, les médecins, dans certains hôpitaux, il faut l'avouer, poussent le bouchon en disant si t'es là, tu peux faire l'IVG. J'ai eu à peine 24 heures pour réfléchir là-dessus, ce qui m'ont paru vraiment super longue à la fois et très rapide, parce que j'ai eu pas le temps de me poser les bonnes questions, je pense. Et aujourd'hui, après 1 an, j'y pense toujours. Je me demande comment, si j'avais pris l'autre décision, comment ce serait aujourd'hui. Et je le regrette beaucoup, quoi. Quand je leur ai demandé si je pouvais avoir des renseignements pour les deux alternatives, elles m'ont dit mais vous savez mademoiselle, à votre âge, ça va être très, très compliqué de pouvoir assumer un enfant toute seule. En fait, elles m'ont proposé juste tout simplement de prendre rendez-vous pour avorter. L'entretien avec la psychologue a été quasiment inexistant parce que je suis arrivée, je lui ai dit voilà, je suis perdue, je ne sais pas ce que je veux faire. Pour moi, si malgré la pilule, ce bébé est là, c'est qu'il y a bien une raison. Je voudrais savoir, est-ce que c'est vrai? J'ai quand même 28 ans, j'ai un travail, j'ai toutes les raisons au monde pour le garder. Ah non, mais voilà, on ne peut pas vous dire, je ne sais pas, vous auriez dû vous renseigner sur le site de la Sécu avant. Je dis non mais écoutez, là je suis perdue, je suis paumée, je sais pas quoi faire, j'ai pas pensé à regarder, je pensais que vous pourriez m'apporter ces informations là quoi. Non mais voilà, nous on est juste là pour vous aiguiller, pour avoir un entretien préalable avec vous avant que vous rencontriez la gynéco, mais c'est tout. Et donc suite à ça j'ai été voir la gynéco qui a été très froide, pour elle c'était vraiment du travail à la chaîne quoi. Bon voilà, vous avez déjà fait votre écho, je suppose que c'est pas la peine d'en refaire, vous en êtes à 7 semaines et demie, on prend rendez-vous dans 1 semaine et puis basta. J'avais pensé à l'accouchement sous X, oui. Mais on m'a clairement rayonnée parce que de toute façon j'étais dans les délais entre guillemets de l'avortement et donc c'était aberrant que je puisse penser à ça parce que tu comprends, les enfants adoptés vivent mal, ils souffrent toujours d'avoir été abandonnés. Moi, je pensais que j'allais très bien le vivre. J'ai 24 ans, je pensais que tout allait bien se passer. Et finalement, après 1 an, j'y pense encore. J'ai du mal à dormir. Je suis suivie par un psy. On ne se rend pas compte de l'impact que ça, même si l'embryon mesure qu'1,5 cm. C'est tout un changement aussi bien physique que moral. Et je pense que liberté, oui, mais à quel prix ça, je pense pas qu'elle sache. Personne n'était d'accord avec moi parce que de toute façon, j'étais inconsciente, parce que j'étais immature, parce que tu comprends, dans la société actuelle, on ne peut pas élever un enfant sans père. J'étais mal entourée, j'ai eu une seule amie qui sont loin, qui sont en Belgique, mais ils m'ont dit voilà, on sera les parrains et marraines de cœur. Si tu veux venir t'installer en Belgique, on te fait une chambre, on vous accueille. Elle m'a envoyé plein de numéros de mamans qui étaient célibataires et tout ça, mais c'est malheureusement peut-être la seule que j'ai pas écoutée, que j'aurais dû écouter parce que tous les autres m'ont poussée à avorter et voilà. Moi, j'avais pas spécialement envie d'avorter et finalement par faiblesse ou par je sais pas, je me suis laissée guider quoi. Et ce que j'ai pu remarquer dans les jeunes filles que j'ai au téléphone ou même moi, mon expérience, c'est qu'on nous dit quoi faire. On nous dit pas juste je suis là si tu as besoin de parler, je suis une épaule sur laquelle tu peux te reposer, on nous dit quoi faire. Toutes ont avorté avant la limite des 12 semaines fixée en France, mais ce n'est pas le cas de Fabienne qui voulait garder son enfant contre l'avis de son compagnon de l'époque. Elle l'a finalement suivi au bout de 5 mois de grossesse pour un rendez-vous de médiation au planning familial. Pour elle, la question de la liberté est particulièrement douloureuse. C'est tellement mon corps, c'est tellement mon choix d'avorter qu'il n'y a pas d'autre solution. Et moi, je l'ai plus senti comme une obligation. Pas un seul moment, on m'a proposer d'autres alternatives, pas un seul moment.
que ce soit bien sûr au planning, ou que ce soit la gynéco, c'est juste, voilà, il existe l'avortement, vous pouvez faire ça, et même s'il est plus légal en France, on vous donne quand même toutes les infos pour aller à l'étranger, et aucune autre alternative. Et c'est vraiment je sentais ça comme un poids sur, mais si vous hésitez, ou si c'est pour en faire un enfant malheureux, ou si le père ne veut pas, la décision s'impose. Toutes ont un souvenir extrêmement douloureux, aussi bien physiquement que moralement, du jour de leur avortement. Mais c'est surtout l'après qu'elles dénoncent comme un mal profond. Un immense vide, en fait. Tout était dérisoire à côté de la peine que j'avais, en fait. J'ai vraiment eu envie de mourir. La première, j'ai fait une tentative de suicide 2-3 mois après. Parce qu'en fait, je me sentais hyper seule. En fait, dès que le petit est tombé, en fait, je sentais une sorte de vide. Parce qu'au début, on sent qu'il y a quelque chose qui est en nous, on sent qu'il y a quelque chose qui grandit, on sent quelque chose. Et après, en fait, on a un sentiment de vide immense, mais immense, mais comme si on a beau être entouré, mais il n'y a rien qui peut combler ce vide, en fait, rien du tout. Un vide. C'est un vide. En fait, j'ai l'impression, des fois, qu'il me manque un organe. C'est bizarre. Tant, en fait, qu'on n'était pas arrivé à la date de l'accouchement, je m'imaginais, je refusais de croire qu'elle était partie. Et à ce jour-là, je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps et à hurler. Et je crois que j'aurais donné 20 ans ou je ne sais combien de ma vie pour une seconde d'avoir le bonheur de la tenir dans mes bras. C'est tout ce qui m'est venu ce jour-là. C'était une envie répressible de tenir le bébé mon enfant dans mes bras. Et c'est là où j'ai compris qu'elle ne viendrait jamais, que je la porterai jamais. J'ai mis jusqu'à la date de l'accouchement présumé pour m'en sortir parce que c'était infernal. Dès que je voyais une femme enceinte, je pleurais, je ne pouvais pas prendre un bébé alors que toutes mes amies sont mamans, c'était infernal. Une grande solitude, un grand vide, quelque chose qu'on n'arrive pas à combler tous les jours, auquel on y pense H24. Il n'y a rien, même les études, le sport, la cuisine, tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui remplacera ce vide. Et même si on est entouré, on a toujours cette solitude seule. Le soir, on est seul avec soi. On voit son corps qui a perdu quelque chose. On voit son mental qui a perdu aussi quelque chose. On est vidé de toute énergie et en fait, malgré les mois qui passent, on se rend compte que jamais, mais jamais ça reviendra comme avant. Mal vécu, ça veut tout et rien dire. Non, j'ai juste eu une peine infinie et je me reconnaissais plus en fait. J'ai l'impression qu'en les ayant tués, c'est le sentiment que j'ai, mon corps est mort avec eux et qu'aujourd'hui je vis pas, je fais un peu de la survie quoi. Je souris pour sourire aux gens mais au final ma joie de vivre que j'avais il y a quelques mois elle est plus là. Je pensais que tout allait, du coup vu que c'était mon propre choix, ma décision, je me suis dit que par la suite ça allait bien se passer aussi, mais en fait pas du tout. Pas du tout parce qu'après je me dis et si j'avais fait autrement, si j'avais plus parlé, si j'en avais parlé au principal concerné, parce qu'en fait je lui en ai pas parlé. Le après c'était pire que prendre la décision en fait, je pense. C'est faire le deuil de quelqu'un en fait. Ce qui est d'autant plus difficile, c'est de faire le deuil de quelqu'un qu'on n'a jamais connu. En témoignant, ces femmes ont voulu briser un tabou, celui de la souffrance post-avortement dont il est impossible de parler selon elles. C'en est tellement banalisé, que on n'a pas besoin d'en parler puisque c'est rien. C'est ça à quoi ça me fait penser, c'est que c'est tellement peu et pourtant on va aller parler. Tiens, je me suis fait arracher une dent, j'ai mal, regarde, c'est tout enflé. Bon, mais là non, on ne doit pas en parler. Il y a plusieurs vécus différents, plusieurs vécus possibles et je vois pas pourquoi on ne parle que de celles qui l'ont bien vécu. J'ai voulu en parler, on m'a dit que c'était pas la peine. J'ai essayé de garder la tête haute et de sourire pendant 2 mois, mais au bout de 2 mois, je me suis littéralement effondrée. J'ai sombré complètement et là, non, j'ai eu plus personne. Il y a plusieurs mois, Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre du droit des femmes, accusait le site ivg.net de vouloir dissuader les femmes d'avorter. Quand on interroge la fondatrice de ce site, elle affirme simplement vouloir les informer et prendre le temps d'écouter et d'accompagner les femmes qui ont déjà avorté, justement. À la base, c'était donc effectivement une écoute pour ces femmes. Elles appellent pour avoir des informations, quelquefois des conseils, mais surtout des informations. Où puis-je avorter ?
Comment se passe une IVG? Quelle est la procédure? Est-ce que vous pouvez m'expliquer si vous avez des témoignages des femmes qui ont subi cela? Voilà, ça commence généralement comme cela. Et puis souvent sur la façon dont se déroule l'IVG. Parce que le fait, c'est que les médecins n'expliquent pas. Si on les écoute, si on les aide, si on leur dit il y a des personnes pour vous aider, il y a des relais en France. La France est riche de solutions. Il y a des maisons mais merveilleuses qui peuvent vous accueillir. Vous aurez pratiquement très peu de choses à payer. Pratiquement rien avec le RSA. Vraiment, il ne faudrait rien à payer. Vous serez aimé, entouré. On va vous aider à trouver un job. On va vous soutenir. On va vous expliquer comment on accueille un petit bébé. Eh ben, je peux vous dire que, voilà. Après, elles feront ce qu'elles veulent. C'est bien évident. C'est complètement stupide de dire qu'on leur impose. Mais bien sûr, si elles veulent avorter, elles vont avorter. Mais au moins, elles auront tout eu. Voyez ? Et puis, il y en a beaucoup, il faut le dire, qui, grâce à notre aide, notre soutien, se disent, en fin de compte, c'est vrai, moi, j'ai envie de garder mon bébé. Je pense vraiment, et c'est ce que disait Simone Veil. Bon, c'est que l'avortement est toujours un drame pour une femme. Le fait, si vous voulez, de faire quand même cette échographie, d'avaler cette mifégine, d'attendre 48 heures en se disant comment je vais me sentir, etc., etc. Après, finir avec le cytotec, avoir des contractions, l'expulsion dans les toilettes, tirer la chasse d'eau, toutes ces choses-là, je peux vous dire que ça vous marque. Il faut arrêter de dire des bêtises. Et qu'à ce moment-là, elles savent très bien que ce n'est pas des règles. Ce que fait le gouvernement, eh bien oui, je pense qu'on va avoir beaucoup de femmes blessées. Parce que de fait, tout cela, après, ce sont des femmes blessées. On en a beaucoup en post-IVG. Et justement, on leur laisse la parole. Sur le site ivg.net, vous avez toute une rubrique où on a vraiment sur le forum tous ces témoignages de ces femmes qui ont avorté et qui sont mal. Je ne vois pas pourquoi ces femmes, on ne leur laisserait pas la parole. Elles souffrent, elles n'ont pas été prévenues, qu'elles pouvaient être mal après. Ces femmes, elles ont besoin de s'exprimer. Et actuellement, on dit tout va très bien. Tout va très bien, il n'y a pas de souci. C'est faux. Alors, quel est le pourcentage? Je ne peux pas vous le dire, mais une chose est certaine, c'est qu'il y en a beaucoup. Les 6 femmes qui témoignent dans ce reportage ont contacté ce site après avoir avorté. Elles ont du mal à comprendre le procès qui en est fait. Pour moi, c'était une association anti-IVG. J'avais très peur de les contacter parce que j'avais honte de ce que j'avais fait. Donc j'avais peur de me faire juger. J'ai mis beaucoup de temps à les contacter. Mais dès le moment où moi je me suis décidée, j'ai eu un soutien incroyable je me suis sentie enfin écoutée et comprise. Pas forcément par des femmes qui avaient subi une IVG, mais par toute cette association. Et j'ai participé à un groupe de parole où j'ai rencontré 2 amis. Et c'est vrai que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait on n'est pas toutes seules et que on est toutes face à un silence. Personne ne veut entendre que c'est pas un acte anodin et qu'effectivement ça fait mal et que ça casse quelque chose en nous. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant d'engouement contre IVG.net. Alors peut-être que la quasi-totalité de ces femmes sont contre l'avortement. Il s'avère qu'elles n'ont jamais jugé ces femmes pour l'avortement. Mais du coup, forcément, les femmes qui l'ont moins bien vécu ou qui l'ont mal vécu, il n'y a que vers IVG.net où elles peuvent se tourner. Et elles nous le disent bien. Vous allez vous en sortir, entre guillemets. Vous allez pouvoir passer au-dessus, même si vous y allez penser, même si ça va être présent toute votre vie. Vous allez pouvoir passer au-dessus. On n'a aucun soutien moral, réflexion, ni groupe de parole. Du coup, je me suis dirigée sur Facebook en pensant trouver quelque chose, puisque c'est là où on trouve le plus de choses. Et j'ai trouvé ivg.net. Et donc, c'est vrai que je me suis attardée plusieurs soirs à lire toutes les histoires des jeunes filles en trouvant des similitudes ou des incompréhensions quelquefois, parce que comme chacun a ses opinions. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée à prendre du recul, à voir que j'étais pas seule en fait. Et en fait, on a ce point en commun, c'est ce mal-être et à essayer de survivre à ce qu'on a fait et de continuer à vivre, quoi. Donc ça m'a beaucoup aidée ce site. L'association a pu me mettre en rapport avec d'autres femmes, que je puisse partager cette souffrance, pas pour le plaisir de la partager et de pleurer ad vitam aeternam, mais pour essayer de comprendre, déjà savoir qu'on n'est pas seul à le vivre, donc on est très loin de là, donc on n'est pas anormal de ce fait. On n'est pas seul à vivre ça, donc c'est pas anormal et on peut s'entraider avec des mots qu'on comprend les unes les autres. Nombre de ces femmes ont choisi de briser le tabou de la souffrance en témoignant d'abord, mais également en aidant d'autres femmes pour qu'elles ne regrettent jamais de ne pas avoir été libres. Un jour, j'ai aussi accepté d'être à l'écoute d'une femme enceinte dans le désarroi total et c'était pas du tout orienté dans un sens ou dans l'autre, c'était juste
je te partage ma propre expérience, voilà comment je l'ai vécu. Et elle est restée libre de son choix jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. C'est juste si on peut apporter un éclairage à un moment, une réponse à des questions qui me paraissent légitimes. Ça sert à rien de les masquer avant pour qu'elles ressurgissent à la figure après. Après, c'est juste l'enfer. Maintenant, j'ai envie d'aider ces personnes-là comme moi, parce que j'ai l'impression qu'on m'a pas forcément aidé, parce que j'avais pas assez de renseignements à mon écoute. Enfin, l'hôpital, c'est bien, mais il manque beaucoup de choses d'informations après. Et puis après, petit à petit, j'ai décidé de me battre en fait, en répondant à votre interview, en répondant à d'autres interviews, en aidant d'autres jeunes filles que peut m'envoyer le site aussi, en leur expliquant tout simplement mon expérience, pas leur dire de le faire ou pas, mais juste leur expliquer ce qui les attend vraiment, essayer de faire le travail que notre entourage fait pas forcément et leur montrer qu'elles sont pas toutes seules, quoi.
I told you that right now someone was choosing if you were going to live or die? What if I told you that this choice wasn't based on what you could or couldn't do, what you've done in the past, or what you would do in the future? And what if I told you you could do nothing about it? Fellow students and teachers, thousands of children are right now in that very situation. Someone is choosing, without even knowing them, whether they are going to live or die. That someone is their mother, and that choice is abortion. Every day, 115,000 children are dying through abortion. 115,000. That means that 5,000 children would die every hour. All those lives gone. All that potential gone. And all that hope and future gone. Now, I know what some of you might be thinking. Oh, it's not really killing. After all, a fetus isn't a child, right? Why do we think that just because a fetus can't talk or do what we do, it isn't a human being yet? The word fetus comes from the Latin word, meaning young one or young child. Some babies are born after only 5 months. Is this baby not human? We would never say that, yet abortions are performed on 5-month-old fetuses all the time. Or do we only call them humans if they're wanted? No, fetuses are definitely humans, knit together in their mother's womb by their wonderful creator, who knows them all by name. Some people might say that since abortion's legal now, it doesn't matter. It's not our business. But if an action is unjust, it needs to be illegal, and it has to be our business. And this particular law has a huge impact on our society. In 1997, over 1 million abortions took place just in the U.S. And just last year, over 42 million abortions happened worldwide. I'd say that's a huge impact. I know some people say that the mother has a right to abort. After all, her life is dramatically impacted by having a baby. But I'm asking you to think about the child's rights that were never given to it. No matter what rights the mother has, it doesn't mean we can deny the rights of the fetus. Talking about the mother's choice, the mother may have had a choice not to have unprotected sex in the first place. We must remember that with our rights and our choices come responsibilities, and we can't take someone else's rights away to avoid our responsibilities. At this point, I imagine the age-old question arises. What if the mother didn't choose to have sex? What if she was raped? But let's look at the facts for the U.S. as an example. Only 1% of all American abortions are hard case categories. This includes rape, incest, and the life of the mother being in danger. 1%. That hardly justifies the disturbing volume of abortions that happen these days. And who's to say abortion's the easy way out? I don't think people understand the effects of abortion on a woman. I don't have time to list all the negative after effects, but here are a few examples of the physical effects. 17% of women who've had abortions face complications in their subsequent pregnancies. Some may not even be able to give birth at all. They are also at a greater risk of developing breast cancer if they have an abortion. But perhaps the worst effects are the emotional ones. Women who've had an abortion tend to have more mood disorders, substantial enough to provoke them to harm themselves. In addition, women who've had an abortion are 5 times more likely to have problems with drug and alcohol abuse. Abortion leaves a woman feeling lost and uncertain about their future. Almost 1/3 of all women who've had an abortion are dissatisfied with their decision. It certainly is not the cure-all people think it is. I read a story on the Focus on the Family website. It was about a girl who had an abortion. She writes, "I had an abortion at the age of 17, and it was the worst thing I ever did. I would never recommend it to anyone because it comes back to haunt you. When I tried having children, I lost 3. Something happened to my cervix during the abortion." Sharon Osbourne. Hers is just one of the many heart-wrenching stories that nobody tells these days, and those same ones are the ones that we need to hear about. Thank you for taking time to think about the issue of abortion, to think about the unborn, and to think about the effects of abortion on a mother. If you walk away with anything after this speech,
walk away with the words of Horton. You know him, that elephant that risked his life to save that little speck. Remember him and his famous quote. Even though you can't see them or hear them at all, a person's a person, no matter how small. Thank you.